Salut, c'est Blackink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on reprend la série des connaissances interdites, ces vidéos consacrées du coup à l'analyse d'une carte en particulier et non pas d'un investigateur, genre de format qu'on a pu traiter en long, en large et en travers ces derniers mois. Comme d'habitude, on va traiter de la carte, effectuer quelques comparaisons et donner quelques conseils d'utilisation. Et aujourd'hui, pour, on va dire, renouveler les connaissances interdites et pour aller de l'avant avec cette série, on va prendre en considération une carte assez récente, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de bien équiper, un soutien qui a le trait talent qui est permanent, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck, forcé quand votre premier tour de la partie débute, jouez n'importe quel nombre de soutiens objets de votre main, en réduisant de 1 le coût de chacun. Lors de ce tour, effectuez 3 actions de moins, et c'est une carte qui nous est venue avec l'extension Les Confins de la Terre. Alors oui, je sais que d'habitude, les connaissances interdites concernent des cartes qui sont dans la collection depuis un certain temps. Néanmoins, en discutant un peu avec les autres contributeurs de la chaîne, on s'est dit, l'arrivée du nouveau mode de distribution du jeu, avec ses boîtes campagne et ses boîtes cartes joueurs, ont quand même assez transformé la façon dont les gens arrivaient à Horror Arkham. Et notamment, on a vu fleurir à l'époque de l'arrivée des Confins de la Terre, qui s'est déroulée à peu près en même temps que l'apparition de l'édition revisitée de la boîte de base. On a vu apparaître un pool de cartes assez conséquent auprès d'un certain nombre de nouveaux joueurs qui nous avaient rejoints il y a du coup 2 ans à peu près. Ce pool de cartes se constituait justement de la boîte de base revisitée et les Confins de la Terre, agrémentés par la suite par la version revisitée de l'héritage de Dunwich. Ce qui fait que nous avons un peu adapté les vidéos de la chaîne de façon à vous proposer des parties avec ce genre de pool de cartes, et du coup on s'attaque à ces cartes là au sein des connaissances interdites. Bref, bien équipé, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte ? Eh bien déjà, le point fort c'est que c'est un permanent et c'est un véritable accélérateur de mise en place. On sait combien les gardiens jouent des soutiens lourds, jouent des soutiens importants, que ce soit des armes ou des alliés, qui sont manifestement des soutiens parmi les plus chers du jeu avec les sorts pour les mystiques. Et du coup, on a souvent cette difficulté avec les gardiens de se mettre en place, de se stuffer, d'avoir de quoi combattre les ennemis ou de quoi tanker les dégâts ou avoir des effets particuliers via des alliés puissants. Bien équipé vient répondre en grande partie à cette difficulté qu'ont les gardiens, alors plus sur le volet soutien objet du coup, donc plutôt arme à feu aussi, mais c'est quand même quelque chose de non négligeable, voire même très important pour justement ce premier tour des gardiens qui réussira à poser un certain nombre d'objets au cours de ce premier tour. Évidemment, les limites, c'est que ça dépend directement du nombre d'objets que vous avez dans votre deck. Si vous n'avez pas assez d'objets dans le deck, vous n'allez pas réussir à avoir assez d'objets dans votre main de départ pour pouvoir rentabiliser bien équipé. C'est sûr que si vous avez un seul objet, vous allez poser un objet moyennant une ressource, ça vaut pas 3 actions. Clairement pas. 2 objets, c'est un peu limite. On va dire que c'est un mauvais départ. C'est pas rédhibitoire, mais néanmoins, on n'aura pas réussi à tirer profit, à tirer parti de bien équipé pleinement. À partir de 3 objets, on commence à être bien, on commence à être vraiment sur, entre guillemets, une équivalence, ou en tout cas un gain net de 3 ressources, logiquement, et aussi du coup avoir réalisé ces 3 actions. Donc on va dire qu'il faut essayer d'atteindre ce ratio de 3 objets dans la main de départ pour pouvoir jouer bien équipé. Évidemment, le premier tour sera donc imposé puisqu'on ne pourra effectuer aucune autre action que de jouer les soutiens objets qui sont dans notre main. D'emblée, en termes de comparaison, on pense tout de suite à l'événement, toujours sur ses gardes, qui est de niveau 1, qui a 2 icônes d'intelligence, qui a les traits tactiques, jouer jusqu'à 3 soutiens de votre main, un à la fois, en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. C'est un événement qui nous vient de loin, qui nous vient de la route de Carcosa, donc on avait déjà une carte qui nous permettait de faire ça. Quels sont les avantages de toujours sur ses gardes par rapport à bien équipé ? Eh bien, déjà, elle concerne tous les soutiens, et non pas que les objets, ce qui est quand même assez intéressant, puisqu'il y a des soutiens, il y a beaucoup de soutiens non objets,
On parlait tout à l'heure des sorts des mystiques, mais là en fait ça permet aussi de jouer aussi les alliés, et encore une fois on sait que les gardiens jouent beaucoup sur les armes et les alliés. Et par ailleurs on a aussi 2 icônes d'intelligence, ce qui fait que ce ne sera jamais une carte morte. Si jamais on est stuff, si jamais notre mise en place est terminée, qu'on est un peu dans la deuxième partie, la deuxième phase de la partie, eh bien on n'aura pas besoin de jouer toujours sur ses gardes, et on pourra profiter de ces icônes, soit pour nous dans le cadre d'un solo, soit pour l'investigateur enquêteur dans le cadre d'un multi. La limite de toujours sur ses gardes, évidemment, c'est cette limite de 3 soutiens joués, là où bien équipé ne nous limite pas. Tout à l'heure, j'ai évoqué les cas de 1, 2 ou 3 soutiens objets. Évidemment, on peut jouer n'importe quel nombre de soutiens objets, et ça, c'est une vraie plus-value comme on le verra par la suite. Évidemment, bon, on le voit, c'est manifeste, toujours sur ses gardes coûte 1 point d'expérience, donc sauf cas particulier avec des cartes qui nous donnent de l'expérience dès le deck initial, on ne pourra pas inclure toujours sur ses gardes dans notre deck initial. Par ailleurs, voilà, ce n'est pas un permanent, donc ça prendra 1 à 2 cartes dans le deck, 1 à 2 cartes pardon, dans le deck, là où bien équipé est permanent. Néanmoins, voilà, bien équipé, c'est du one shot sur le premier tour. Si votre main de départ est mauvaise, ça va pas passer. Alors que toujours sur ses gardes, vous pouvez la jouer une fois que vous avez le nombre de soutiens nécessaires et utiles dans votre main. Mais ce qui peut quand même reporter la mise en place du gardien. Donc voilà, c'est un petit équilibre, des petites considérations à avoir en tête à l'heure de comparer ces 2 cartes. Mais la comparaison ne s'arrête pas ici. Ce qui est intéressant de comparer, c'est non pas forcément bien équipé avec toujours sur ses gardes, mais plutôt avec sans tenir au plan. Ce permanent de niveau 3, qui est un soutien évidemment, qui a le trait de talent, permanent exceptionnel, donc qui coûte 6 XP et non pas 3, mais qui est quand même de niveau 3. En réaction, avant de piocher votre main de départ, cherchez jusqu'à 3 événements tactiques et ou ravitaillements différents de votre deck et attachez-les à s'en tenir au plan. Mélangez votre deck. Vous avez le droit de jouer les cartes attachées à s'en tenir au plan comme si elles étaient dans votre main. Inclinez s'en tenir au plan en tant que coup supplémentaire pour jouer une carte attachée. Et c'est aussi une carte qui nous vient de Carcosa. Donc on voit, déjà Carcosa nous avait donné des solutions pour la mise en place des gardiens, avec toujours sur ses gardes et sans tenir au plan. Sans tenir au plan d'ailleurs qui se joue dans la plupart des cas avec le triptyque toujours sur ses gardes, se préparer au pire et la planque. C'est un peu la formule de base pour jouer sans tenir au plan, toujours sur ses gardes pour pouvoir jouer beaucoup de soutien, se préparer au pire pour aller chercher une arme qu'on va pouvoir jouer avec toujours sur ses gardes, et la planque pour venir avoir quelques ressources. Cette dernière carte n'est pas systématique, selon les scénarios, selon les investigateurs, elle sera remplacée judicieusement par une dynamite par exemple, ou en chasse, selon ce qu'on va vouloir jouer, un Roland Banks, une Zoé Amaras, etc., et selon la campagne et le scénario évidemment. Mais bref, on est là sur la composition de base de s'en tenir au plan, le truc logique, en tout cas le truc que vous aurez très très vite. Et c'est là qu'on peut comparer avec bien équipé, puisqu'il s'agit vraiment d'un module de mise en place spécifique au gardien, puisque c'est un soutien de niveau 3 sans tenir au plan, là où bien équipé l'est aussi. L'avantage de s'en tenir au plan, c'est que globalement, c'est un réducteur de deck. Vous allez sortir 3 cartes de votre deck, ce qui fait que votre deck, en moyenne, généralement, si vous avez un investigateur qui a un deck de 33 cartes, donc je rappelle, les 30 cartes de base, la faiblesse de base, les 2 cartes signature, vous allez avoir un deck de 30 cartes. Ça fait quand même une réduction de un peu moins de 10%, donc on va dire 9%. C'est pas négligeable, surtout que du coup elles sont disponibles quand vous voulez. C'est très intéressant. C'est un outil du coup plus large, plus global, parce que ça vous permet en fait d'aller chercher des cartes choisies et non pas entre guillemets subies, ou en tout cas prises dans votre main sans que vous puissiez contrôler ce qu'il y a dans votre main, et vous allez pouvoir activer sans tenir au plan quand vous le voulez. Là où bien équipé, encore une fois, ne s'active que lors du premier tour, au tout début. Par contre, il y a des dynamiques différentes entre s'en tenir au plan et bien équipé. S'en tenir au plan est un accélérateur de mise en place indirect, puisqu'il passe par les événements qui lui sont attachés, alors que bien équipé est un accélérateur de mise en place direct, quand bien même il dépend des objets que vous avez en main. Évidemment, voilà, s'en tenir au plan coûte 6 points d'expérience, ce qui est vraiment lourd, mais malgré cela, beaucoup de joueurs continuent à jouer sans tenir au plan de façon quasi systématique dans notre deck gardien. Personnellement, ce n'est pas le cas, mais notamment dans la communauté anglo-saxonne, je le vois très souvent sur les parties, les gardiens
parce que l'outil sans tenir au plan avec les 3 cartes citées ou d'autres permet d'avoir une mise en place tellement rapide et certaine en fait. Ils ont ce qu'on peut appeler en anglais de la consistance, consistency. Ils ont beaucoup de mal à s'en départager. Là où justement, au sein des utilisations avec bien équipées, je vais vous parler d'une façon, à mon avis, de faire fi de s'en tenir au plan, ou en tout cas d'en trouver une alternative très intéressante et tout aussi, si ce n'est peut-être plus efficace, évidemment surtout pour un deck initial, et c'est de combiner bien équipé avec ni plus ni moins que le sac à dos. Omen va pouvoir encore faire gonfler le prix de ses actions de son usine de première productrice de sac à dos au monde, puisque voilà, avec le sac à dos, notamment le sac à dos niveau 2 que je n'ai pas mis dans la présentation, mais déjà avec le sac à dos niveau 0, on a là une alternative utile, efficace, déjà à s'en tenir au plan. Pourquoi? Eh bien, bien équipé, comme on peut le lire dans la FAQ 2.0, doit être lu comme jouer des soutiens un à la fois. Ce qui fait que vous allez avoir votre main de départ, effectuer votre mulligan de façon à avoir un sac à dos, et le premier soutien que vous allez jouer avec bien équipé sera ce sac à dos. Et vous pourrez attacher du coup 3 objets, si vous voulez des ravitaillements, mais là en l'occurrence il vaut mieux attacher des objets, au sac à dos pour pouvoir les jouer. Ce qui fait que si votre sac à dos est bon, si votre mulligan a été bon, c'est-à-dire que si vous avez en gros mulligan tout ce qui n'était pas des objets pour les récupérer, on va dire un maximum d'objets au début, vous avez un sac à dos, vous posez votre sac à dos, vous cherchez parmi les 6, voire les 12 premières cartes de votre deck dans le cadre du sac à dos niveau 2, et vous allez récupérer 1, 2 ou 3 soutiens objets. Et là, vous allez pouvoir jouer souvent 4 objets lors de votre premier tour. Et on se rappelle de ce que j'avais dit, quel était le niveau, on va dire, convenable pour jouer bien équipé, c'était plutôt 3 soutiens, à mon avis. On va dire que 2, c'est un peu pauvre, 3, c'est bien. Et là, on a 4 et on a une réduction de 4 ressources. Donc, on a là un petit combo qui en plus est très facile à mettre en place parce que bien équipé, c'est un permanent et vous avez juste besoin d'aller chercher avec le mulligan un sac à dos parmi les 2 que vous avez dans votre deck. Donc, 2 sur les 33 cartes que vous avez dans le deck. Bon, bah, vous allez en regarder 10, c'est quand même pas mal. Vous allez regarder en gros un tiers de votre deck, un peu moins. Vous allez regarder 30% et non pas 33%. C'est bien. C'est quand même une solution qui ne marchera pas à chaque fois, mais qui donnera quand même satisfaction dans beaucoup de cas. En termes de limites, évidemment, il faut faire attention à l'équilibre du deck, c'est-à-dire la répartition que vous avez entre soutien, événement, compétences. Entre autres, il y a plein d'autres équilibres à trouver dans le deck, mais surtout ça parce que on aura tendance, surtout les joueurs, on va dire peu expérimentés, auront tendance à se dire « Ok, il faut que je rentabilise mon bien équipé, il faut que je bourre mon deck d'objets, mais si ces objets ils servent à rien, ou s'ils sont moins intéressants que des cartes événements ou des cartes compétences à l'égard du scénario, de votre personnage, des difficultés que vous avez avec le deck, etc., eh bien, ça marchera mal. Vous allez cramer votre sac à dos et votre bien équipé pour rien, en fait, avec des objets qui auront peu, voire pas d'utilité. Donc il faut quand même faire attention à ne pas sombrer, à ne pas être tenté par la voie de la facilité et à rentrer what 1000 objets qui en fait n'auront que peu d'utilité dans votre deck. Du coup en termes d'utilisation, je vais vous parler rapidement des investigateurs qui peuvent prendre cette carte et par la suite je m'attarderai sur des cas particuliers que j'ai trouvé intéressants à vous développer. Évidemment tous les gardiens peuvent prendre bien s'équiper. Tous les investigateurs de Dunwich peuvent prendre bien s'équiper. Tous les biclassés classiques, donc Joe, Skit, Diana, William. Des investigateurs à build particuliers, donc déjà Lily Chen avec les builds inversés. Lily Chen qui nous vient des confins de la Terre. Boîte avec laquelle est paru bien équipé. Et enfin, Vincent Lee, au deck building similaire à celui de Caroline Fern qui était apparu avec le cercle brisé. Lui qui est apparu avec la dernière extension, les clés écarlates. Et enfin, on a évidemment nos 2 investigateurs neutres, Lola et Charlie. Charlie, évidemment, si et seulement si, il choisit la classe gardien comme l'une des 2 classes
qu'il a à jouer. Mais du coup, qui parmi ces investigateurs peut profiter, on va dire au maximum, au mieux, de bien équipé? Premièrement, je vous parlerai de Joe Diamond. Joe Diamond, pourquoi? Parce que déjà je l'ai testé, j'ai fait tout un run solo sur les clés écarlates avec, en utilisant cette petite combo bien équipé sac à dos, et honnêtement, c'était super fort. C'était franchement presque incroyable, j'ai envie de dire. Au cours de la campagne, effectivement, les premiers scénarios, bon, j'avais un sac à dos niveau 0, c'était intéressant, j'avais toujours 2-3 soutiens à poser. J'ai pas souvenir d'avoir pas réussi à poser au moins 2 soutiens, et je pense même que j'ai toujours réussi à en poser 3, peut-être à une exception près. Mais pourquoi est-ce que Joe est intéressant à jouer avec bien équipé sac à dos? La première raison, c'est sa carte signature, le Colt 1911 de détective, qui est un soutien qui coûte 4, une icône d'intelligence, une icône de force, une icône de libre, trait objet, arme à feu, objet on est bien. Et ce qui nous intéresse là, c'est la phrase « Jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main ». Le Colt prend certes 2 mains, mais une fois posé, ou en tout cas quand on le pose, 2 soutiens outils ne prennent pas d'emplacement de main. Et donc du coup, là où auparavant, moi personnellement, j'avais pas forcément réussi à mettre en valeur ces 2 emplacements supplémentaires qu'on pouvait avoir grâce au Colt 1911, et bien là, j'ai pu pleinement en profiter, et ce, souvent, au moins par 3 fois, il me semble, sur 8 scénarios, dès le premier tour du scénario. Et du coup, c'était très très fort. Qui plus est, on sait que les chercheurs sont la classe, ou au moins l'une des 2 classes, où il y a le plus de soutien outils. On pense à la loupe, on pense à l'appareil photo à souffler, ou encore au nécessaire empreinte digitale. Bref, il y en a plein, c'est juste un ensemble d'exemples, 3 petits exemples. Voilà, tous ne vont pas forcément bien ou ne sont pas forcément utiles avec bien équipé. La loupe est rapide, donc on gagne moins à jouer la loupe avec bien équipé que pas la jouer. Bref, mais tout ça pour dire que Joe a accès à beaucoup d'outils qui seront très utiles du coup avec le Colt 1911. Et je rappelle, dans la FAQ, on l'a vu, si on a déjà nos 2 emplacements de main qui sont pris par des soutiens outils, donc imaginons une loupe, un appareil photo à souffler, le fait de jouer nos Colts ne défausse pas la loupe et l'appareil photo soufflé, parce que dès lors qu'on commence à jouer le Colt, on obtient ces 2 emplacements. Le fait de jouer un soutien, si une fois le soutien posé ne fait pas en sorte que l'on dépasse la limite d'emplacement de l'investigateur, fait qu'on ne défausse rien. Voilà. Allez le vérifier dans la FAQ, ça a été expliqué notamment dans le cas de Mitch Brown avec Leo Anderson et le cadre des alliés. Donc bon. Donc Joe, bien équipé, parce qu'il a le Colt qui va très très bien avec le fait d'avoir des objets supplémentaires et des objets en plus qui servent à enquêter. Donc le Colt va pouvoir combattre, les objets vont servir à enquêter, déjà pour le solo c'est super bien, et pour un personnage flex c'est super sympa. Ensuite, eh bien parce que Joe étant chercheur a accès à la carte studieux, ce permanent qui est de niveau 3, qui a le trait de talent. Vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire dans votre main de départ, et donc Joe va commencer avec 6, peut-être 7 si vous avez 2 exemplaires de studieux, ce qui était mon cas à la fin de la campagne, avec 6 voire 7 cartes dans sa main. Et je le rappelle encore une fois, petite mention à la FAQ, il a été précisé que studieux s'activait lorsque l'on piochait notre main de départ initiale, ce qui fait qu'on a accès à notre mulligan avec studieux. Ce qui fait que si vous avez 2 studieux, vous allez pouvoir mulligan jusqu'à 7 cartes. Et donc, voir jusqu'à 14 cartes de votre deck sur 33. Ce qui est énorme. Et d'ailleurs, avec Joe, la particularité étant que sa faiblesse signature est dans le deck intuition, il n'a que 32 cartes. Oui, il n'a que 32 cartes dans son deck, donc vous en voyez 14 sur 32. Franchement, vous voyez quasiment la moitié du deck, vous devez voir aller à vue de nez 45%. 45% du deck. C'est énorme. C'est juste énormissime. Les Colts, studieux, évidemment, tous les outils auxquels ils peuvent avoir accès, mais ce n'est pas tout. Joe, en tant que chercheur, a accès à pléthore, et je dis bien pléthore de soutiens, objets qui sont extrêmement puissants.
on pense au segment d'Onyx pour avoir le pendentif de la reine, on pense à l'étrange solution, au pic à glace, ou encore à la carte ancestrale. Ce sont des soutiens qui sont très forts, soit directement, soit indirectement, comme les segments d'Onyx, et qui par ailleurs, ce ne sont pas chers. Parce qu'effectivement, on peut toujours se dire, oui, on va gagner des ressources grâce à bien équipé, on va économiser des ressources, mais néanmoins, si on pose le col, ça fait 3 ressources, derrière, on ne peut pas poser un nécessaire empreinte digitale. Mais par contre, prenons un exemple, ça doit être un truc qui m'est arrivé avec Joe, parce que je ne me rappelle pas, mais j'étais tellement bien mis en place sur les derniers scénarios, enfin je jouais 7 ou 8 soutiens. Joe commence, il est un studieux, il a 7 cartes dans sa main, il garde un sac à dos, il mulligan, il a plein d'objets. Première action, il pose son sac à dos niveau 2, il coûte 0. Segment d'Onyx, 1, 2, ça coûte 0. Étrange solution, ça coûte 0. Pic à glace, ça coûte 0. Loop, ça coûte 0. Ah, déjà, vous avez mis tout ça. Vous pouvez mettre... bon, là, j'ai balancé des noms comme ça au hasard, mais vous mettez les colts, ça vous coûtera 3 ressources, vous en avez encore 2. Vous pouvez mettre encore la carte ancestrale, il vous en reste une. C'est énorme. C'est juste énormissime. Sur les derniers scénarios de la campagne, comme je vous le dis, je pouvais jouer jusqu'à 6 ou 7 soutiens objets sans souci. Et qui plus est, je crois que c'était sur l'avant-dernier scénario, j'ai sorti le pendentif de la reine dès mon premier tour. Dès mon premier tour. C'est énorme. C'est super fort. Et à partir de là, en fait, Joe, qui était un investigateur-chercheur, qui était un peu en retrait, un peu en deçà des autres, est revenu, à mon avis, carrément sur le devant de la scène. Parce que en matière de mise en place, il est devenu ultra rapide, ultra consistant. C'est vraiment super fort. Et oui, il y a des chercheurs qui peuvent commencer à enquêter ni plus ni moins parce qu'ils ont 5 ans d'intelligence, Daisy, Harvey, Norman, effectivement. Mais pour devenir OP, pour devenir vraiment efficace, ils ont quand même besoin de poser des soutiens. Ils en ont quand même besoin. Harvey, moyennant la pioche, Norman, au travers notamment du livre des bonnes et de je ne sais plus quel autre bouquin. Daisy, pour avoir des actions supplémentaires avec ses livres, justement. Là, Joe, en un tour, il a tout. Il a 4 mains, il a des soutiens qui ne prennent pas des emplacements de main, il peut se déplacer. Enfin, franchement, rien à dire. Rien à dire. Et voilà, je vais même citer l'étrange solution, voilà, Fiel Acide, malgré le tabou qu'elle a reçu. Si vous avez un peu peur de gaspiller vos munitions de cold, vous avez l'étrange solution identifiée. Elle prend pas de slot, c'est un objet. Ça passe tout seul, quoi. Deuxième investigateur duquel je vais vous parler grâce à Akodo Fossia, je tiens à le citer. Il m'a fait la remarque le lendemain que j'avais tourné la première version de cette vidéo. Du coup, j'ai décidé de recommencer. Et il m'a évidemment fait part du fait que tout ce genre de remarques pouvait aussi marcher avec Vincent Lee, le chercheur de la dernière extension en date, les Clés Écarlates, puisque son deck building lui permet de prendre les cartes chercheurs de niveau 0 à 3. Jusque là, pas de souci, il n'y a que l'étrange solution qu'il ne peut pas prendre, ok. Soit, c'est pas une grande perte, j'ai envie de dire. Mais par ailleurs, dans son deck building, il peut prendre jusqu'à 15 cartes gardiens ou survivants de niveau 0 à 1. Donc il peut prendre bien équipé, il peut prendre le sac à dos, il a accès à quasiment toutes les cartes dont je vous ai parlé, sauf l'étrange solution. Et par ailleurs, il a aussi accès à une carte qui est sortie avec le dernier cycle des Clés Écarlates, une carte que personnellement j'aime beaucoup, j'ai joué avec Mine, avec Darrell, et c'est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, c'est un événement qui n'a pas de coût, qui est de niveau 1, qui a les traits dilemme et perspicacité, max 2 dilemmes par round. Dilemme, voilà, c'est une mécanique qui est sortie avec les Clés Écarlates. C'est une carte joueur qui a une révélation. La révélation nous dit choisissez un investigateur et décidez de choisir une option. C'est toujours ça le dilemme, choisir une option entre deux. L'investigateur choisi doit immédiatement effectuer une action comme si c'était son tour. Ensuite, il défausse une carte prise au hasard dans sa main. Ou l'investigateur choisit et perd une action lors de son prochain tour. Ensuite, il pioche 3 cartes. Dans les faits, quand vous piochez votre main de départ, si vous gardez à la croisée des chemins dans votre main de départ, il y a la révélation. Et donc du coup, vous allez pouvoir dire je perds une action et je pioche 3 cartes. Ce qui fait que, avec Vincent Lee, imaginons, même sans studieux, on a 5 cartes. On a la croisée des chemins. À la croisée des chemins part,
on pioche 3 cartes. Donc de 5, on passe à 7 cartes. C'est pas mal. Et je ne parle pas du mulligan. Vous avez votre mulligan de 5 cartes, hop, vous mulliganez, vous avez la croisée des chemins, vous avez vu du coup 5 plus 3. Et après, il y a encore une fois toute la mécanique des studieux, du sac à dos, etc. Donc, à la croisée des chemins, c'est encore un boost supplémentaire pour aller vous regarder une énorme partie de votre deck. C'est vraiment la même logique qu'avec Joe, mais bon, vous avez encore de la pioche supplémentaire. Donc voilà, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau. Chose qui me fait dire que les deck building à la Caro et à la Vincent sont très très forts parce que ils peuvent aller piocher quand même dans 2 autres classes un nombre de cartes important pour venir améliorer leur façon de jouer, leur gameplay et leurs différents modules. Sur les prochains investigateurs, ce ne sont pas des choses que j'ai jouées ou qu'on m'a rapportées, donc j'irai beaucoup plus vite dessus. C'est juste pour donner des pistes de réflexion. Et puisqu'on était avec une carte survivant, on va continuer avec les survivants. Et donc avec William Yorick, qui peut, bien entendu, de par son biclassage classique, prendre bien équipé. William Yorick est un investigateur qui joue beaucoup d'objets, on l'a vu, parce que sa capacité lui permet de les rejouer depuis sa défausse. Donc on a déjà tendance à mettre beaucoup d'objets dans un deck William Yorick, notamment les précieux souvenirs, les manteaux de cuir. Ces 2 simili-cartes signature, la lanterne et la pelle, sont des objets outils. Voilà, ce sont des cartes qui sont en plus pas si chères que ça, qui plus est dans la version XP qui coûte que 1. Voilà, William, en tant que survivant, déjà a accès à pas mal de petits objets assez sympathiques, on pense aussi au vieux trousseau de clés, et par ailleurs, son biclassage gardien lui donne accès à un certain nombre d'objets armes à feu, qui coûtent un certain nombre de ressources, et qui encore une fois, alimentent, encouragent le fait de jouer bien équipé. Par ailleurs, petit éclairage particulier, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec une carte qui est apparue aussi avec le dernier cycle, qui n'est autre que la ceinture porte-outil. Voilà, je l'ai déjà dit, les William Yorick, ces 2 cartes simili-signature, la lanterne, la pelle, sont des outils. Par ailleurs, au-delà des chercheurs, la deuxième classe qui a le plus d'outils, ce sont les survivants. Donc à voir, est-ce qu'il y aurait un intérêt en fait à jouer bien équipé chez Yorick pour derrière en fait venir utiliser la ceinture porte-outil par la suite en ayant posé un certain nombre d'outils. À voir, je sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment le tester. Néanmoins, je me dis que ça peut être une piste de réflexion assez intéressante avec William qui switch selon ses besoins entre l'appel, la lanterne, le vieux trousseau de clés ou peut-être un extincteur. Il me semble que l'extincteur est un outil aussi, je suis pas sûr, à confirmer. J'avoue que je le fais de mémoire, donc je suis pas sûr. Mais bref, c'est je pense quelque chose d'intéressant à envisager. Et la dernière proposition qui concerne 2 investigatrices. Il s'agit de la sœur Marie et de Diana Stanley. Alors voilà, pareil, des choses que je n'ai absolument pas testées, il faudrait voir sur le papier, mais bref, on est là pour ouvrir les chakras. Donc voyons un peu ce qui pourrait être intéressant à leur égard. Eh bien, je pense que la carte Miroir Astral, le soutien de niveau 2 qui coûte 3, qui a une icône de force, qui est très rituelle, est intéressante à jouer avec Diana et sœur Marie dans le cadre de bien équipé, puisque après avoir passé ce premier tour, on pourra jouer Miroir Astral qui nous donne un emplacement de main supplémentaire pour chaque emplacement d'arcane inoccupé. Par ailleurs, on aura le droit d'effectuer une action supplémentaire durant notre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien dans l'un de vos emplacements de main, et ça occupe un emplacement de corps. C'est pas quelque chose qui va avoir une résonance particulière avec bien équipé lors de votre mise en place au début, néanmoins, c'est quelque chose qui va venir vous agrémenter cette mise en place par la suite avec des soutiens qui sont peut-être moins importants que les premiers joués et qui ne sont pas forcément des objets par ailleurs, même si souvent ce qui prend des emplacements de main sont des objets. Très souvent, j'ai pas d'exemple. Non, je crois qu'il n'y en a pas. Tout objet occupant... Non. L'étrange solution, exemple, bon, mais qui ne peut pas être pris par ces investigatrices, mais si, il y a quand même des objets qui n'occupent pas d'emplacement de main. Mais bref, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui va marcher au premier tour, mais qui par la suite pourrait être rentabilisé. On pense notamment à la baguette de sourcier. Ça peut être assez sympa de se dire, bon, bah, Diana ou Sœur Marie ont des premiers slots de main pour prendre des armes, et derrière, en tant que personnage flex, elle joue la baguette de sourcier moyennant une action supplémentaire avec Miroir Astral. Peut-être.
Ça peut être intéressant pour un troisième investigateur, quelqu'un de flex ou quelqu'un de spécialisé selon ce que vous voulez faire. Et par ailleurs, et là je m'adresserai uniquement à Diana, il y a le tarot 5, le hiérophante, votre véritable maître à temps, qui coûte 3, qui est de niveau 3, qui est un tarot. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire. Vos emplacements d'arcane peuvent être utilisés pour contenir des cartes qui occupent un emplacement d'accessoire et inversement. En réaction, quand la partie débute, si 5 le hiérophante est dans votre main de départ, mettez-le en jeu. Ça occupe un slot de tarot. Cette carte est intéressante parce que pour le coup, elle combotte avec bien équipé, puisque quand la partie débute précède quand votre premier tour débute. Donc si jamais vous avez réussi à avoir 5 le hiérophante dans votre main de départ, eh bien ça veut dire que vous allez avoir un emplacement d'arcane supplémentaire et du coup les 3 emplacements d'arcane peuvent servir à avoir des accessoires. Et à partir de là, il faut voir, il faut gratter, mais on peut imaginer une Diana par exemple en tant que personnage de soutien qui a beaucoup d'accessoires, qu'elle peut jouer avec bien équipé au début, le Saint-Rosaire, la fiole d'asservissement par exemple, la carte qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, quelque chose, encore une fois, quelque chose à explorer. Je ne sais pas si ça peut être viable, si ça peut être très bon. En tout cas, aussi bon que Joe et Vincent Lee, j'en suis pas sûr, mais ça peut être des pistes à explorer intéressantes, notamment dans le cadre d'un personnage flex, dans le cadre d'une équipe à 3 ou 4. J'en ai terminé avec bien équipé. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir sur cette carte, c'est que c'est une excellente carte de mise en place, qui vous accélère votre mise en place avec un tempo de folie, si tant est que votre deck soit bien construit, bien équilibré, avec des soutiens objets pertinents et qui vous permettent d'avancer très vite. Ça dynamise vraiment le jeu des gardiens dès le deck initial, dès le niveau 0, qui vient du coup proposer une alternative très intéressante, très efficace, très utile à s'en tenir au plan. Une combo, encore une fois on l'a vu, qui ne nécessite que 2 cartes, dont une permanente, et qui derrière peut être agrémentée par Studieux, par à la croisée des chemins. Mais c'est quand même très sympa. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous n'hésiterez pas à commenter de façon à me faire part de vos découvertes ou de ce que vous avez pu faire avec cette carte, si jamais vous l'avez jouée, si jamais vous n'avez pas joué, en quoi est-ce qu'elle a été bonne, en quoi est-ce qu'elle vous a déçu. Et évidemment, je vous invite à partager la vidéo pour toujours faire grandir la communauté du jeu. Je vous souhaite du coup de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.